disais que c'est Maître Joanie Lalonde Piecharski, qui est notaire, conseillère juridique. Elle a une pratique qui est exclusivement dédiée aux parents puis aux proches aidants des personnes vivant avec des besoins particuliers. Elle a des champs d'expertise dans la rédaction de testaments sur mesure adaptés à un héritier vulnérable, la mise en place des tutelles aux majeurs et des mesures d'assistance, ainsi que le règlement d'une succession incluant un légataire vivant avec une déficience. Elle est très engagée pour la cause, puis elle est impliquée dans divers organismes, puis elle siège présentement comme commissaire à la Commission des services juridiques du Québec. Donc, on a déjà eu la chance, il y a plusieurs années, à l'époque pré-COVID, on dirait que c'était dans une autre vie, de l'avoir comme conférencière en personne lors d'une conférence sur la transition qui était en soirée. Maintenant, on a un nouveau modèle où on fait des conférences à peu près mensuelles sur différents sujets qui intéressent les familles puis les patients qu'on suit. Donc, sans plus tarder, mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, Docteur Major. Merci à toute l'équipe pour l'invitation du TECUM. Ça me fait très plaisir d'être là ce soir, puis de vous présenter les ressources légales pour les proches aidants de patients avec une déficience intellectuelle. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran, puis on va juste s'installer comme ça. Je vais faire comme ça et hop, comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on va très bien. Parfait. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, le programme pour ce soir, je vous propose trois grands sujets. Alors, on a 30 minutes. Je pourrais faire 3 heures, je pense, sur chaque sujet. Donc, le défi, c'est d'aller à l'essentiel pour vous, puis de vous donner le plus d'informations sans nécessairement entrer dans les détails, mais de vous donner le plus d'informations possible. Alors, pour commencer, on va parler des impacts légaux du 18e anniversaire. Ensuite, on va parler des différents véhicules légaux de représentation et de protection. Puis, on va terminer avec les testaments et fiducies testamentaires. Puis, comme le disait Dr Major, à la fin, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, quand on passe du monde de l'enfance au monde adulte, ça implique beaucoup de changements. Donc, ce qu'il faut comprendre, si on part de la base, avant 18 ans, le parent est le tuteur, le répondant légal de son enfant. Donc, vous savez, quand un enfant naît, ben, à l'acte de naissance, au certificat de naissance, on voit père, mère, et ça peut être un certificat de naissance, ça peut être aussi un certificat suite à l'adoption. Donc, le parent devient le tuteur de l'enfant, son tuteur légal, son répondant légal. Et ça va jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Puis, à 18 ans, au Québec, c'est comme ça que ça se passe. Toute personne est présumée apte. Donc, automatiquement, à 18 ans, on est majeur. Donc là, on se dit, mais dans la nuit du 17 au 18 ans, est-ce que mon enfant change vraiment? Hein? C'est une grande question. Puis, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est sûr que quand on parle de déficience intellectuelle, on peut parler, il y a divers degrés, il y a des déficiences intellectuelles très légères, moyennes, plus sévères et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des adaptations à faire à chacun des cas. Aujourd'hui, je vais y aller plutôt de façon générale, mais bien souvent, l'enfant, le nouvel adulte, disons, se réveille à 18 ans. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans sa vie quotidienne, mais légalement, vous comprenez qu'il y a un changement. Donc, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'au Québec, seul un tribunal peut déclarer une personne inapte à s'occuper de sa personne, à gérer ses biens, puis à exercer ses droits civils. Donc, il y a comme un gap, là. Il y a comme un vide, là, si on veut. Fait qu'on va regarder ensemble ce soir comment est-ce qu'on peut remplir ce vide-là, quelles sont les options.
Donc, le contexte, et j'ai même écrit un livre sur le sujet tellement il y a à dire au-delà des 18 ans. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inaptitude, ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça peut arriver au cours d'une vie. On peut penser à une maladie dégénérative, l'Alzheimer, un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânio-cérébral. Donc, on peut devenir en cours de route, en cours de notre vie, dans une situation d'inaptitude, mais une situation peut déjà être existante dès la naissance, comme une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, une maladie qui cause des problèmes au niveau du développement, au niveau cognitif, etc. Euh, donc, pour vous mettre un peu en contexte, disons. Donc, le gros changement qui arrive puis je pense que les gens qui sont là ce soir ou qui nous écoutent en rediffusion, c'est qu'il y a des changements au niveau de la fin des programmes pour enfants. Évidemment, il y a beaucoup de changements au niveau des soins de santé, changements au niveau des finances. Souvent, c'est la fin, ben, en fait, c'est la fin du sens, le sens qui est le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. C'est le début de l'aide sociale. On va regarder ça un petit peu plus tard. Il y a les changements au niveau du cadre légal, du monde de l'enfance vers le monde adulte. Donc, en fait, je pense faut juste comprendre que ça existe, que ça s'en vient. Puis je pense que le truc, c'est justement d'assister à ce genre de soirée-là, de faire des lectures, de parler avec d'autres parents, de voir un peu qu'est-ce qui arrive, puis de préparer le tout. Parce que je pense que quand on voit les choses arriver doucement, qu'on voit qu'est-ce qui arrive tranquillement, ça vous prépare davantage versus que d'arriver, puis notre enfant a 17 ans et 11 mois, puis là, on se dit, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça peut être bien de voir un peu ce qui se passe à l'avance. Donc, au niveau du cadre légal, il y a différentes options. Je vais y aller assez brièvement parce que je pourrais parler de tout ça pendant beaucoup de temps, mais je veux vraiment être concise puis y aller vraiment pour que vous ayez le plus d'informations puis de comprendre un peu les différentes options. Donc, j'ai fait un résumé de différents cadres légaux qui peuvent faire en sorte qu'une personne peut parler en notre nom ou nous représenter ou nous aider ou nous assister selon le contexte. Donc, il y a d'abord la procuration. Ensuite, il y a le mandat de protection. Ensuite, il y a la nouvelle mesure d'assistance. Il y a aussi la représentation temporaire, puis enfin la tutelle au majeur. Euh, donc, puis pourquoi je parle de nouvelles mesures d'assistance, c'est que sans nécessairement entrer dans les détails, en 2022, en novembre 2022, il y a un nouveau projet de loi qui est arrivé, puis qui est venu bonifier, je dirais, puis beaucoup humaniser les différents cadres légaux et qui a ajouté aussi une nouvelle mesure d'assistance dont je vais vous parler. Donc, si on commence avec la procuration. Donc, une procuration, ça peut être une procuration générale ou spécifique. Je vais vous donner un exemple. Comme une procuration générale, ça pourrait être de dire, ben moi, je donne une procuration à mon conjoint, à ma sœur, pour faire toutes les choses pour moi, parler en mon nom. C'est un peu comme un chèque en blanc entre vous et moi, là, une procuration générale. Ou on peut faire une procuration spécifique. Par exemple, si je pars en voyage, je vais être 6 mois à l'étranger, puis pendant ce temps-là, ma maison doit être vendue, puis je ne peux pas me déplacer ou quoi que ce soit, mais je pourrais donner une procuration spécifique à une personne donnée pour faire un acte précis. Euh, on voit aussi des procurations souvent bancaires, des procurations à la banque, c'est-à-dire que le compte m'appartient, c'est mon compte de banque, mais je donne une procuration à quelqu'un pour faire des opérations, pour me représenter et tout ça. Donc, vous voyez que la procuration, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un, mais le principe aussi de la procuration, c'est que quand on donne une procuration à quelqu'un, on peut aussi lui retirer. Donc, on peut donner une procuration à quelqu'un, mais on peut aussi lui retirer en tout temps.
Ensuite, il y a une autre forme un autre cadre qu'on peut mettre en place, c'est un mandat de protection. Avant, on appelait ça un mandat en cas d'inaptitude. Maintenant, on appelle ça un mandat de protection, mais c'est vraiment en prévision d'inaptitude. Donc, c'est un document qu'on peut faire qui dit, si jamais je deviens inapte au cours de ma vie, ben, j'aimerais nommer telle personne pour faire certaines choses pour moi. Donc, souvent, on va faire ça chez le notaire, hein, avec notre testament, un mandat de protection. Puis je dis souvent à mes clients, ben, on fait le mandat de protection, puis on souhaite que jamais on s'en serve, puis qu'on le laisse dans le tiroir, puis que on devienne jamais inapte. Mais au cas où, un peu comme une assurance incendie, si vous voulez, si jamais il y a le feu qui prend, ben, on est content d'avoir une assurance incendie. Ben, ici, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment un mandat en prévision de l'inaptitude. Euh, ensuite, j'essaie de voir. OK. Euh, ensuite, il y a la nouvelle mesure d'assistance. C'est nouveau depuis 2022. En fait, c'est grosso modo un registre qui est tenu par le curateur public qui va venir légitimer, si on veut, le rôle de proche aidant. C'est-à-dire que cette personne-là va être inscrite dans un registre, puis va être comme une personne ressource, si on veut, pour une personne qui aurait des difficultés à comprendre les choses bancaires, gouvernementales, qui aurait besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour l'accompagner qui peut être un intermédiaire pour demander des documents, s'assurer que les choses sont bien faites dans le dossier. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est là comme, ça le dit, assistant. Donc, une chose que l'assistant ne peut pas faire, c'est signer des documents pour la personne. Donc, elle ne peut pas le représenter ou signer des documents pour cette personne-là, mais elle peut l'accompagner de façon légitime. OK? Ensuite, il y a la représentation temporaire. En fait, ça, c'est pour simplement un acte isolé. Si jamais une personne, par exemple, ça arrive, hérite d'un héritage, souvent, c'est quand il n'y a pas de testament, une tante qui décède ou un cousin éloigné, tout ça, pas de testament. Puis là, hop, on a une personne qui vit avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ou qui comprend pas la teneur, la portée légale de signer un document ou quoi que ce soit. Mais on peut, au lieu de faire une tutelle au majeur puis d'ouvrir vraiment le régime de protection qu'on va regarder juste en bas, on peut faire ce qu'on appelle juste une représentation temporaire pour un acte isolé. Je dis par exemple renoncer à une succession. Si une succession est insolvable, ouais, souvent on va conseiller de renoncer à la succession, mais si la personne ne peut pas lire, peut pas écrire, peut pas comprendre la teneur de ça, mais que ce serait pas une bonne idée qu'elle hérite de dettes d'une personne, mais on peut faire une représentation temporaire juste pour cet acte isolé-là. Et en dernier lieu, c'est la tutelle au majeur. Là, c'est une procédure où on va venir nommer un vrai représentant légal. Donc, la tutelle au majeur, vous avez peut-être entendu parler anciennement de la curatelle. Euh, c'est qu'en 2022, pour faire une histoire courte, ils ont aboli la curatelle. Donc, il n'y a plus de curatelle pour une personne majeure. On appelle ça maintenant, pour tous les régimes, une tutelle. Et maintenant, la tutelle, elle est modulée selon les capacités puis le niveau de protection que la personne a besoin. Et là, ça va vraiment venir nommer un vrai représentant légal, contrairement à l'assistant au majeur dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Euh, et concernant la tutelle ou majeure, les aspects pratiques, en fait, ça permet, entre autres, à son ou ses tuteurs d'accomplir officiellement ceci. Donc, parler en son nom, demander des renseignements pour lui, signer pour lui,
être légitimement reconnu face aux instances gouvernementales, comptables, compagnies, médecins, pharmacies, écoles, milieux de vie. La personne qui est tuteur va veiller à son bien-être, à la défense de ses droits, va pouvoir gérer son budget, ses avoirs, consentir à ses soins ou les refuser si la personne est inapte à y consentir, puis de gérer, puis d'être là dans toutes sortes de situations, parce qu'il y en a des choses qui sortent de l'ordinaire, hein, quand on a un enfant avec des besoins particuliers. Donc, en fait, quand je vous parlais un petit peu plus tôt de après 18 ans, le nouvel adulte, si le nouvel adulte n'est pas capable d'écrire, de comprendre un texte plus difficile, on pense à un contrat, un bail, les choses au niveau de l'impôt et tout ça, ben, c'est sûr qu'avec la mise en place d'une tutelle au majeur, ben, le, le- le- une personne peut vraiment devenir son représentant légal. Je dis ici à son ou ses tuteurs, nouveauté depuis 2022, les deux parents peuvent maintenant être tuteurs. Puis ça, c'est une grande nouveauté que je salue parce que avant 2022, c'était juste un tuteur à la fois, mais souvent, je veux dire, ben, quand on a deux parents puis que les deux parents sont impliqués et tout ça, il fallait faire le choix entre un ou l'autre. Donc là, maintenant, les deux parents peuvent être tuteurs. Souvent, ce sont les parents, mais pas que. Que si les parents sont vieillissants ou les parents sont malheureusement décédés, le tuteur, ça peut être aussi dans la fratrie, donc le frère, la sœur, quelqu'un de proche aussi. Donc, et ça, c'est une procédure qui est faite, euh, la tutelle au majeur, soit avec un notaire. Donc, moi, je fais des ouvertures de tutelle au majeur. Ça peut être fait aussi avec l'aide juridique, avec un avocat de l'aide juridique aussi. Puis, il y a toute une procédure avec des étapes et tout ça. Je ne rentrerai pas dans les étapes parce que, vu le temps, mais je pourrais vous parler d'étapes et tout ça. Mais sur le web, il y a sur le site du curateur public, il y a les étapes. Moi aussi, j'ai les étapes. En tout cas, si jamais c'est des choses que vous voulez approfondir un petit peu plus. Donc, si on fait un résumé, quel choix on a ou on peut faire pour le cadre légal? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut signer pour quelqu'un une procuration ou on veut faire un mandat de protection, il faut être apte, il faut comprendre la teneur de faire une procuration. Il faut comprendre la teneur de déléguer un pouvoir à quelqu'un. Et c'est là parfois que le bas blesse, si je peux dire, c'est qu'une personne qui comprend pas trop la teneur de ça, c'est difficile pour elle, comprenez-vous, de signer quelque chose où on voudrait pas non plus qu'elle signe n'importe quoi pour n'importe qui non plus, parce que cette personne-là pourrait être euh, vulnérable à, voilà, n'importe qui ferait signer n'importe quoi. On veut pas ça non plus. Donc, pour faire une procuration ou un mandat de protection, il faut être apte. Pour la mesure d'assistance, ça dit qu'il faut être apte, mais vivre avec une difficulté. Donc, qu'est-ce que c'est vivre avec une difficulté? Ça peut être une déficience intellectuelle très légère. Ça peut être quelqu'un qui est, qui a de la difficulté à voir, à entendre. euh, Quelqu'un qui est analphabète fonctionnel. Donc, ça peut arriver aussi quelqu'un qui a de la difficulté à comprendre des textes ou des choses comme ça. Euh, Quelqu'un pour qui le français, c'est plus difficile. Donc, il y a toutes sortes de cas comme ça. Donc, et les personnes aussi âgées. Donc, le curateur public a fait beaucoup de capsules là-dessus, des personnes qui sont âgées, qui sont pas dans un état d'inaptitude, mais qui ont de la difficulté peut-être avec l'Internet. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de choses en ligne et tout ça. Euh, Puis ensuite, il y a la représentation temporaire. Puis la tutelle au majeur, là, il faut être plutôt en situation d'inaptitude. Mais l'inaptitude, il y a divers degrés. Puis c'est un état qui n'est pas constaté par un notaire. L'inaptitude, c'est vraiment constaté par d'abord une évaluation médicale et une évaluation psychosociale. Donc, je vois que le temps file. Il y a d'autres possibilités. Le statu quo, ne rien faire et être débrouillard. Hein. Alors, les parents, les proches aidants qui vivent avec une personne qui vit avec une différence sont débrouillards, ont plein de tours dans leur sac. Il y a beaucoup de gens qui, à 18 ans,
ne font pas la tutelle, continuent, essaient de naviguer à travers ça, jusqu'à temps, à un moment donné, des fois, qu'ils se disent, bon, ben là, je suis dans une situation où je suis dans une impasse, on va faire la tutelle. Il y en a d'autres qui naviguent comme ça, surtout quand l'enfant ou le nouvel adulte ici demeure à la maison et tout ça, on fonctionne avec toutes sortes d'administration pour un tiers. On arrive à naviguer, tu sais. Donc, il y a aussi la vraie vie hein, dans tout ça. Euh, donc, aussi, il ne faut pas se sentir mal si notre enfant a 18 ans et plus, puis on ne fait pas la tutelle tout de suite. Il y en a qui attendent un petit peu. Il y en a qui m'appellent, leur enfant vient d'avoir 17 ans, puis ils veulent mettre ça en place. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Ensuite, pour planifier l'avenir, ben c'est sûr que je peux pas passer à côté du testament, mais un testament adapté à votre réalité. Parce que bon, moi, comme le disait Dr Major, dans ma pratique, je fais que ça, accompagner des parents, des proches aidants qui ont un enfant mineur ou majeur avec des besoins particuliers, parce qu'on a besoin bien souvent d'une protection supplémentaire parce qu'on a un héritier qui va être vulnérable, qui va avoir un certain niveau de difficulté à gérer un héritage. Parfois, ça va être un peu de l'encadrement, être certain que tout va bien aller. Puis d'autres fois, on a des héritiers qui n'ont aucune idée de la valeur de l'argent, 1 dollar, 100 dollars, 1000 dollars, ils ont aucune idée. Donc, on voit qu'est-ce qu'on a besoin. Ensuite, il y a toute la question des prestations gouvernementales aussi, si l'héritier reçoit des prestations gouvernementales et aussi où est-ce qu'il vit, dans quelles ressources il vit. Euh, ok. Ensuite, il y a une possibilité aussi de prévoir dans le testament une fiducie testamentaire qui sera en vigueur au décès. C'est une forme de protection pour l'avenir, de protéger un héritage, donc de ne pas léguer directement l'argent à notre héritier, mais de venir le léguer dans une fiducie à son bénéfice pour venir contrôler, si on veut, l'héritage. On va nommer des fiduciaires, donc des personnes qui vont venir administrer cette fiducie-là. Donc, en anglais, fiducie testamentaire, c'est un trust. Donc, des fois, on a plus l'appellation anglophone. Les anglophones sont beaucoup plus dans leur culture, font beaucoup plus de trust aussi. Parce qu'on peut faire des fiducies testamentaires pour toutes sortes de raisons, mais une raison en particulier, ça peut être quand on a un enfant à besoin particulier. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres enjeux aussi quand on a un enfant à besoin particulier. Moi, je dis souvent que c'est un peu comme si vous vivez dans un univers parallèle, puis je pense qu'il faut bien saisir pour bien vous conseiller. Parce qu'il y a beaucoup de notions quand on lit de compte. On en a parlé tantôt, le sens, le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. À 18 ans, le sens cesse. Donc, quand on a un, un enfant devenu majeur qui a des contraintes sévères à l'emploi, cette personne-là peut recevoir des prestations gouvernementales. Donc, la solidarité sociale. Il y a aussi un nouveau programme qui rentre en ligne de compte l'an dernier qui s'appelle le nouveau programme de revenus de base. Euh, et je le mentionne au passage, j'ai parfois des parents qui pensent que parce que leur enfant a 18 ans, mais va encore à l'école, qu'il n'a pas droit à la solidarité sociale ou au programme de revenus de base. C'est faux. Allez-y, vous pouvez demander les prestations. Euh, j'ai mis des petites étoiles compte de banque. C'est que bien souvent, le versement, très, très pratico-pratique, le versement, le virement d'argent, de prestations gouvernementales va être fait au nom du nouvel adulte et non pas au nom du parent. Donc, pour ça, il faut que l'enfant, nouvel adulte, ait un compte de banque. Puis, je conseille d'aller ouvrir un compte de banque dès que possible et surtout avant 18 ans. Et c'est aussi plus facile dans les banques d'ouvrir un compte avant 14 ans. Bref, je pourrais vous parler longtemps des comptes de banque. Je reçois à peu près 8 appels, 10 appels par mois sur les comptes de banque.
Ensuite, CIPH, je pourrais en parler longtemps, mais juste vous dire que le CIPH, c'est le crédit d'impôt pour personnes handicapées qui peut être demandé euh, en allant chez le médecin, en faisant le formulaire, le T2201, parce que le CIPH, c'est comme un peu une porte d'entrée pour tous les autres programmes, dont le REEI, qui est le régime enregistré d'épargne invalidité. Euh, Si vous ne connaissez pas le REEI, allez vous informer de ça, tapez-le sur Google, allez lire des choses par rapport à ça, parce que c'est un programme qui est très généreux du gouvernement pour mettre des sous de côté pour plus tard, pour un enfant mineur ou majeur qui vit avec un handicap. Et c'est pas juste un handicap intellectuel, ça peut être physique aussi, donc ça couvre large. Ensuite, je veux aussi brièvement parler du chèque emploi-service. C'est quelque chose que vous connaissez peut-être ou pas. C'est que quelqu'un qui ne travaille pas, qui est un parent, peut recevoir des heures de chèque emploi-service. Puis surtout depuis la pandémie, maintenant les parents peuvent avoir le chèque emploi-service. Je sais que récemment, j'ai lu toutes sortes de choses dans les journaux qui coupaient des heures et tout ça. Ça, c'est un autre, un autre sujet. Mais peut-être vous informer si vous ou votre conjoint ou conjointe peuvent peut-être avoir accès à ça. Ensuite, je parle de roulement de REER brièvement. C'est que quand on a un enfant ou un héritier qui est un enfant ou petit enfant, qui a un crédit d'impôt pour personnes handicapées puis qui est considéré comme à charge, ben, quand on fait le testament, on peut essayer de voir comme de sauver de l'impôt pour faire un roulement de REER ou de FER. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut faire dans les testaments. Prévoir toutes sortes de choses aussi. Quand on a un crédit d'impôt pour personnes handicapées, on peut aussi avoir accès à une fiducie admissible pour personnes handicapées. Donc, c'est vraiment important de parler avec un notaire qui connaît ça. Ensuite, c'est sûr qu'il faut voir aussi les besoins spéciaux, la dynamique familiale. Moi, j'aime aussi donner plein de ressources pour les parents. Souvent, vous en connaissez beaucoup, mais s'il y a des choses que vous connaissez pas ou que tout ça, moi, j'aime aussi partager. Moi, j'apprends beaucoup des parents aussi. Les parents me donnent toutes sortes d'informations, tout ça. Donc, moi, j'aime aussi repartager. Après ça, c'est de voir aussi avec des fois votre régime de retraite, surtout celui d'Hydro-Québec, par exemple, peut avoir des rentes qui peuvent continuer après le décès pour un enfant qui vit avec je pense qu'il parle d'infirmité ou des termes ou tout ça. Donc, on peut faire des choses aussi, mettre des choses en place, une sorte de conseils pratico-pratiques aussi. Donc, faire un testament. Il y a le document comme tel, mais il y a toute l'entourage de mettre les choses en place pour planifier l'avenir. Je propose aussi à mes clients de faire un guide des valeurs avec leur testament pour mettre toutes sortes d'informations aussi importantes pour leur enfant, surtout quand leur enfant est non-verbal. Vous savez, moi, je me dis toujours, si jamais le parent, malheureusement, soit tombe malade ou nous quitte, malheureusement, ben, que toutes ces informations-là soient compilées en quelque part, je trouve que c'est important. Puis je pense que ça fait du bien aussi aux parents de dire, ben, les choses sont en place, puis ça fait une forme de soulagement aussi. Donc, c'est sûr que chaque famille est unique aussi. Donc, des fois aussi, c'est de voir ce qui a été fait pour le voisin ou pour quelqu'un, c'est peut-être pas ce qui s'adapte. Donc, c'est chaque famille est unique. Il y a des défis des parents, des proches aidants. Le patrimoine géré, c'est sûr qu'on peut avoir un petit patrimoine, un petit héritage qu'on laisse, mais on peut aussi avoir un patrimoine important quand on pense à maison, assurance vie. Donc souvent, on vaut plus cher décédé que vivant. Là. C'est un peu ça que les gens me disent des fois, ben, c'est de voir, oh, OK, quand on a tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, dynamique familiale, entourage. Quand on est, par exemple, un parent séparé, ben, comment ça se passe avec l'ex-conjoint, conjointe, l'autre côté de la famille et tout ça? Est-ce qu'on peut mettre des mesures de protection en place? De voir au niveau des programmes gouvernementaux et autres. Puis de répondre à toutes sortes d'inquiétudes aussi, de fraude, d'abus, vous savez, de financiers, tout ça, c'est important de venir bien protéger ça, de voir le besoin de protection, protection des droits à la personne, protection des biens ou les deux. Puis moi, j'aime aussi voir tout ce qui est par rapport au lieu d'habitation. Est-ce que la personne habite dans une maison
avec ses parents en ressources, hôtes, appartements supervisés, tout ça. Donc, selon la dynamique aussi, on va faire une planification en conséquence. Et voilà, ça fait 30 minutes. Donc, je suis pas, je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Merci pour votre attention.